J'ai un amour vraiment profond pour la nature, donc j'espère que j'arrive à lui donner un peu de cet amour. Et c'est un amour que j'essaye aussi de transmettre. Je parle beaucoup de la nature dans les histoires qu'on raconte, donc j'espère que j'arrive aussi à transmettre cet amour au travers des histoires et qu'elles se répandent comme ça dans le cœur des enfants. Ce qu'on essaye de faire aussi maintenant, c'est de raconter beaucoup dans la nature pour vivre comme ça un beau moment de partage avec les enfants, leur famille, dans cet univers comme ça enchanteur. Et je pense que ça renforce aussi le lien que les enfants peuvent tisser avec cet univers. Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Hommes et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules, à consommer sans modération, des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles. Bonjour, c'est Léa. Dans cet épisode, j'interviewe Geneviève Dick, la conteuse de la compagnie de la Pie qui chante. Cette compagnie crée des spectacles de contes en musique pour les enfants. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les représentations ont lieu au cœur de la forêt. Ce que je retiens de cette rencontre, c'est la capacité de Geneviève à s'émerveiller devant la beauté de la nature, en particulier celle de la forêt. J'ai aussi apprécié la volonté de Geneviève de transmettre l'amour de la nature aux enfants grâce au spectacle de la compagnie de la Pie qui chante. Je vous laisse avec Geneviève et sa voix enchanteuse qui vous transportera vers la Terre des Merveilles. Geneviève, est-ce que tu peux te présenter ? Je pense que je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le monde de l'imaginaire et qui aime bien emmener les gens avec moi dans cet univers. Et je trouve j'aime beaucoup les animaux aussi. Et j'ai la chance d'élever deux beaux garçons et puis d'avoir des poules, un chien, enfin voilà. Et puis je fais avec mon mari, on a monté une compagnie de spectacles de contes en musique. Et on a beaucoup de bonheur à partager les histoires du patrimoine roman ou du patrimoine général, patrimoine oral comme ça, et de vivre plein de beaux voyages avec le public et les enfants qui viennent partager des petits moments avec nous. Voilà. Et est-ce que tu vas souvent dehors ? Oui, justement avec mes enfants, avec ma chienne, je pense que si je pouvais passer ma vie dehors, c'est vrai que quand j'entre comme ça dans une forêt, j'ai l'impression de retrouver ma maison, d'être chez moi. Donc je me sens plus chez moi dehors ou dans la forêt qu'entre quatre murs. Et c'est vrai que je me dis que peut-être que quand on réfléchit à l'histoire de l'humanité, ça doit être quelque chose d'ancestral pour nous. On a vécu plus longtemps à l'extérieur que comme ça, entassés dans des villes tous ensemble. Donc ça réveille quelque chose, un sentiment d'être chez moi quand je suis dehors. Et cet endroit, qu'est-ce qu'il t'apporte ? Alors, je dirais que c'est un endroit qui m'apporte beaucoup de douceur dans le cœur. Et puis, je pense de manière générale, d'aller dans la forêt comme ça, c'est quelque chose qui amène aussi une force, une force qui nourrit. Je pense qu'on
on est en contact avec des sensations et des images qui sont tellement belles quand on est dans la nature que je pense qu'elles ont le pouvoir de nous transformer et puis j'espère, des fois, de nous rendre meilleurs aussi. Je pense, oui, il y a quelque temps, je me promenais c'était en hiver, il faisait gris, il faisait froid, enfin, c'était vraiment une journée maussade comme ça, et tout à coup, il y a un peu de brouillard, de brume qui a commencé à monter dans la forêt. C'est vrai que d'un coup, ce moment est devenu vraiment... ça a pris une couleur féerique comme ça, et je crois que c'est un moment qui m'a vraiment transformée, parce que dans ce brouillard, tout à coup, j'ai entendu un chant qui était très très beau, une espèce de mélopée à consonance arabe. Et alors je me suis mise à chercher d'où provenait ce chant. Et puis en cherchant, je suis tombée sur une biche qui, je pense, écoutait elle aussi ce chant magnifique. Puis bon, quand elle m'a vue, elle est partie. Mais en continuant de chercher ce chant, j'ai découvert la personne qui chantait. C'était un homme, je pense d'origine afghane ou syrienne, qui était là avec son fils. Et ouais, c'était un moment d'une telle beauté, d'une telle poésie de voir cet homme comme ça déraciné qui chantait son pays. Et je pense qu'il a vraiment offert un moment d'une grâce infinie à son fils. Et je pense que des moments comme ça qu'on peut vivre dans la nature, c'est des moments qui nous transforment vraiment. On se dit, je pense qu'on sentait de la douleur aussi dans ce chant, ce pays perdu. Mais je pense qu'il a offert quelque chose d'une grâce infinie à son fils, que nous qui avons tout ici, je ne sais pas si on arrive à offrir des moments d'une telle qualité. Hein. Donc, je pense que ça m'a appris qu'on pouvait continuer accomplir son métier d'homme malgré la souffrance, avec générosité, avec force, avec cette beauté comme ça à partager, même avec une biche. Est-ce que tu te sens plutôt connectée ou déconnectée de la nature ? Alors, oui, je pense que la nature, je pense que quand on est vivant, on fait partie de tout être qui vit et connecté avec la nature. Elle est en nous, elle est dans notre corps. Après, c'est vrai qu'il y a des environnements qui permettent plus de se sentir connecté que d'autres. Mais je trouve que c'est un bel exercice d'essayer d'être connecté, même dans des lieux qui a priori pourraient rendre les choses compliquées, mais c'est dans toutes les villes du monde, on a un ciel, on a un soleil, on peut se tourner vers le soleil, fermer les yeux, sentir sa chaleur, la lumière traverser nos paupières. Donc je pense qu'on arrive, c'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais on arrive quand même à rester connecté où qu'on soit, je pense. Et, je disais que j'aimais beaucoup grimper quand j'étais enfant, et c'est vrai que je vivais la dernière ville où j'ai vécu en Asie, c'était une ville de 11 millions d'habitants, donc vraiment gigantesque, et c'est vrai que j'aimais beaucoup, j'avais pas le droit de le faire, mais de temps en temps je le faisais en cachette, j'aimais beaucoup grimper sur le toit de ma maison, qui était un grand toit plat, et on avait une maison au sommet d'une colline. J'aimais bien grimper au moment du coucher du soleil, où je trouvais magnifique de voir cette ville qui s'étendait comme ça à perte de vue avec ce soleil, enfin cette couleur rose du ciel, et puis il y avait une mosquée pas très loin qui se découpait comme ça en ombre chinoise, et à cet âge-là, je devais avoir 10 ans à peu près, j'avais l'impression que c'était la plus belle chose que je verrais jamais dans ma vie, que ce soleil rose sur la ville. Donc je pense que même en ville on peut vivre
vivre des moments où on est très, très connecté avec la nature. C'est quoi qui te lie à la nature ? Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on fait partie d'un grand tout, hein, qu'on est toujours en lien avec la nature. Et c'est d'ailleurs une thématique qu'on aborde souvent dans les contes, hein, dans les histoires qu'on raconte. Quand les hommes en demandent trop, quand ils ne respectent plus l'équilibre qu'il y a comme ça dans la nature, je pense qu'il y a quelque chose qui se rompt et on voit souvent émerger cette thématique des forces de la nature qui deviennent destructrices, hein, quand on ne reste pas dans ce lien respectueux à la nature. Dans ton monde idéal, quel devrait être le lien entre l'être humain et la nature ? Alors, dans mon monde idéal, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on change le rapport qu'on a instauré à la nature. Je trouve qu'on est vraiment plus dans quelque chose d'harmonieux. Si on regarde sur l'histoire de l'humanité, pendant des centaines de milliers d'années, l'homme s'est adapté à son milieu pour survivre. J'ai l'impression que maintenant, depuis l'ère industrielle, les choses se sont vraiment ont été complètement le rapport au monde a été complètement bouleversé, où on adapte, on transforme l'environnement pour répondre à nos besoins. Donc les choses ont complètement changé. Donc il y a un sentiment de toute puissance comme ça. On peut faire tout ce qu'on veut, mais je pense qu'on est vraiment en train de se fragiliser en se comportant comme ça. Les espèces, hein, qui survivent le mieux ont des capacités d'adaptation à la nature immenses, et je pense que nous, on est vraiment on les a perdus. Et donc voilà, dans mon monde idéal, j'aimerais qu'on réussisse à habiter le monde différemment, à retrouver cette faculté qu'on avait de s'adapter à notre environnement. Oui, il y a quelque temps, j'ai entendu une interview d'une philosophe des sciences qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Vinciane Deterre, qui parlait de la manière très inspirante que les oiseaux ont d'habiter le monde, où elle prenait par exemple l'exemple du merle, qui crée son territoire à travers son chant. Là où il chante, là où porte son chant, il est chez lui. Et je me disais, c'est une manière très poétique d'habiter le monde. Et nous, c'est un peu là où portent nos sous, on est chez nous. Et peut-être que, une manière, on pourrait imaginer d'autres manières d'habiter qui soient plus en harmonie avec ce qui nous entoure. Pour ce lien idéal, qu'est-ce que la compagnie de la Piquichon apporte quelque chose pour se rapprocher de cette vision ? Oui, alors je pense que dans les histoires qu'on raconte, on parle beaucoup de la nature. J'espère qu'on arrive à transmettre une vision, une approche qui n'est pas du tout matérialiste de la nature, mais une approche poétique, tout dans le respect. Voilà, j'espère qu'on arrive à transmettre cet amour qu'on a pour la nature. Et c'est vrai que dans les contes, hein, la nature est très très présente. Les renards, les loups, les oiseaux parlent. Et je pense que les contes nous apprennent à écouter leurs paroles. Les éléments de la nature deviennent un peu dans les contes des personnages. Je trouve intéressant d'apprendre aux enfants à les écouter et quel rôle important ils peuvent avoir dans nos vies. Et un petit exercice que je fais par rapport aux contes maintenant, c'est que
contrairement au comédien, le conteur, il doit transmettre, je dirais, la conscience de plein de personnages différents. Hein. Il doit transmettre, je dirais, la sagesse et la folie d'une sorcière, d'un prince éperdu d'amour. Enfin, il passe par tous ces personnages. Et puis, quand on analyse les contes, on voit que la nature, elle aussi, c'est un personnage dans ces histoires. Donc, j'essaye maintenant de faire un petit exercice quand je vais en forêt. J'espère que j'arrive à le transmettre dans les spectacles, où j'essaye d'essayer de devenir, d'entrer dans la conscience d'un oiseau, d'un renard ou d'un arbre même. Et je trouve que c'est un exercice difficile, mais je commence à sentir un petit peu des choses. Et je pense que quand on a réussi à entrer un petit peu dans la sensibilité d'un animal ou d'une plante, on arrive à transmettre du respect pour ces animaux. Et s'émerveiller, selon toi, qu'est-ce que c'est ? Alors, s'émerveiller, ça, une belle question. Alors, pour moi, s'émerveiller, c'est d'abord prendre le temps de s'arrêter, de regarder, de s'étonner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers l'étonnement, et puis prendre le temps d'admirer. Je pense qu'il y a vraiment de la beauté partout, et de la délicatesse dans une petite plante qui pousse sur un vieux mur dans une ville, ou un petit oiseau qui picore une miette de pain. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie là-dedans, et le fait de s'arrêter et de s'émerveiller, je pense que ça amplifie quelque part notre sentiment d'être vivant, et ça permet d'aller aussi à la recherche des petites choses toutes simples, toutes humbles qui existent. Comment est-ce qu'on pourrait transmettre, apprendre ou réveiller l'émerveillement ? Alors, je pense en prenant le temps comme ça, tous ensemble, de s'arrêter. Et je pense que de parler aussi de ce qui nous a émerveillés dans la journée, on peut créer une culture de l'émerveillement comme ça. Et c'est vrai que la question de la transmission, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans les contes. Oui, je pense que avec les contes, on est vraiment dans la transmission d'un monde merveilleux, hein, d'un monde où on se perd tous ensemble dans des univers qui sont... Oui, qui font chanter le monde un peu, hein, on est ouais. Donc, je pense qu'on transmet du merveilleux à travers les contes. Ouais. Est-ce qu'il existe un lien entre la nature et la culture, peut-être la culture orale ? Oui, alors je pense que la nature est très très présente dans la culture orale. Elle habite vraiment les contes, et quand on voit les civilisations, les peuplades qui sont restées très proches de la nature, ont vraiment des chants, des histoires qui intègrent complètement la nature, et on voit qu'ils vivent dans une relation très très harmonieuse à leur environnement. Comment est-ce que tu redonnes à la nature ce qu'elle t'offre ? Alors, j'ai un amour vraiment profond pour la nature, donc j'espère que j'arrive à lui donner un peu de cet amour, et c'est un amour que j'essaye aussi de transmettre. Je parle beaucoup de la nature dans les histoires qu'on raconte, donc j'espère que j'arrive aussi à transmettre cet amour au travers des histoires, et qu'elles se répandent comme ça dans le cœur des enfants. Ce qu'on essaye de faire aussi maintenant, c'est de raconter beaucoup dans la nature pour
vivre comme ça un beau moment de partage avec les enfants, leur famille, dans cet univers comme ça enchanteur. Et je pense que ça renforce aussi le lien que les enfants peuvent tisser avec cet univers. Pour la réalisation de ton rêve, quel acte est-ce que tu poses, toi Geneviève, conteuse? Quelle est ta part du colibri? Je vais répondre par une petite histoire d'oiseau. Alors, c'est l'histoire d'une mésange et d'une colombe. La mésange demande à la colombe « Dis-moi, combien pèse un flocon de neige ?» Et la colombe lui répond « Un flocon, ça pèse rien d'autre que rien. » Alors la mésange, elle lui dit « Écoute, je vais te raconter une histoire. Un jour, j'étais perchée sur une branche dans la forêt et il s'est mis à neiger. Oh, c'était pas une tempête, hein, il neigeait tout doucement, comme dans un rêve. Et je me suis mise à regarder tomber la neige, je me suis mise à compter les flocons de neige. 1, 2, 3, 4... 156, 157, 1342, 1344 et au 1345e flocon, rien d'autre que rien, voilà que ma branche s'est cassée. Alors la colombe lui a dit peut-être qu'il ne nous manque pas grand-chose, rien d'autre que rien, pour que notre monde bascule et qu'on trouve enfin tous la paix. Un grand merci à Geneviève Dick pour sa participation. Vous aimeriez en savoir plus? Rendez-vous sur le site web de la Compagnie de la Pie qui chante sur www.lapie.ch. Si vous voulez assister à un spectacle de contes en forêt, vous trouverez les dates des prochaines représentations dans notre agenda sur www.homme-nature.ch/agenda ou sur le site web de la Compagnie de la Pie qui chante. Cet entretien de Réveillons-nous a été réalisé avec la collaboration de Virginie Brabant, Jeanne Gerster et Léa Consuegra pour les voix, le son et le montage. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous aider à porter cet épisode aux oreilles des amoureux de la nature. Pour cela, envoyez-le à 3 personnes passionnées de nature qui sauront l'apprécier. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance des familles qui ont participé à la chasse au trésor que nous avons organisée dans le cadre de la Fête de la Nature. Merci pour votre écoute et à bientôt!